Bonjour à tous, téléspectateurs de 20 News, merci de nous accueillir chez vous. Les élections présidentielles d'octobre 2010 en Côte d'Ivoire ont défiguré le pays, détériorant considérablement au passage les rapports communautaires entre les populations. Plus que jamais, la réconciliation entre les Ivoiriens est devenue un besoin impérieux. Pour ce faire, les nouvelles autorités politiques mises en place après la crise politique d'avril 2011 ont créé par ordonnance une commission appelée la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, pilotée par le Premier ministre Charles Konan Banny. Seulement, 2 ans après sa mise en place, la CDVR cherche toujours ses marques, tout comme les populations ivoiriennes catégorisées aujourd'hui entre pro-Gbagbo et pro-RHDP. Dans ces conditions, les observateurs de cette crise se demandent toujours si les Ivoiriens pourront un jour oublier et se donner la main pour aller à la réconciliation. Chers téléspectateurs, la question est ainsi posée. Et pour débattre de cet important thème, nous recevons à cet effet sur notre plateau 4 invités. Des personnalités de la société civile vivant en France, ces messieurs et dames qui œuvrent à leur façon pour la restauration de la paix, la justice et la démocratie en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de M. Kwaku Gueye, membre du bureau de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de France. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous avons ensuite Dr Oumou Kouyaté, chercheur associé en anthropologie sociale et ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales en France, mais elle est surtout présidente d'une ONG, l'ONG qui s'appelle le Collectif des Ivoiriens de France pour la démocratie et les droits humains. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ensuite nous avons M. Zompierre. Zompierre qui n'est plus à présenter, il est proche du RHDP, il est assistant juridique, mais il est en même temps leader d'opinion dans plusieurs structures associatives en France. Bonsoir M. Zompierre. Bonsoir, monsieur. Et enfin, nous avons M. Eloge Bonrou, entrepreneur ivoirien, résident ici en France, observateur de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, mais aussi président de l'ONG QJPAD, qu'on appelle Côte d'Ivoire Justice, Paix et Développement. Bonsoir M. Eloge. Bonsoir, monsieur. Alors, à vous 4, j'aimerais poser cette question. La CDVR, qu'est-ce qu'on fait? On la brûle ou on continue avec? On va commencer par le membre de la CDVR, M. Kwaku Gueye. Ouais, merci de parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Effectivement, je crois que vu la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire, par décret 2011-167 du 13 juillet 2011, le président de la République a créé effectivement cette institution, je dis bien institution, qui s'appelle la CDVR, c'est la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Et le président Banny a eu effectivement sa feuille de route le 28 septembre 2011, avec en effet une limitation dans le temps, je veux dire, pour 2 ans. Donc, en principe, effectivement, le bilan au niveau de la CDVR, les conclusions doivent être données, en tout cas, on doit rendre les copies, le 28 septembre 2013, en quelque sorte. Voilà. Je crois qu'au niveau de la CDVR, le rôle de la CDVR, la mission qui a été confiée, effectivement, c'est de faire en sorte que ce tissu social dont vous venez de parler, ce tissu social balafré, ce tissu social défiguré que connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire, soit raccommodé. Il est certain qu'on va entrer dans les détails tout à l'heure. Est-ce que la CDVR a réussi quelque chose? Bien sûr que si, puisque les fondements de la CDVR, c'est de faire en sorte que ceux qui étaient victimes, nos populations, puissent s'exprimer, et que justice soit... Quelqu'un demandait tout à l'heure de savoir qui demande pardon en premier. Nous pensons qu'effectivement, à partir du moment où il y a une faute de commise et que
celui qui a subi le méfait pose le problème. Oui, mais M. Guerre, on va rester sur le bilan de la CDVR. Voilà. On va rester pour l'instant sur le bilan. La question est de savoir, est-ce qu'on continue avec cette commission que beaucoup d'observateurs décrivent, ou alors on passe à autre chose? Bien sûr qu'il y a l'esprit de la CDVR. L'esprit de la CDVR, c'est quoi? C'est la réconciliation. Puisque la Côte d'Ivoire a nécessairement besoin de cette réconciliation. Parce que, pensons-nous, s'il n'y a pas cette réconciliation nécessaire, et la vraie réconciliation, j'entends, entre tous les Ivoiriens sans exclusive, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dislocation même de la nation ivoirienne? Ça, il faut se poser effectivement cette question. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de commissions à travers toute l'étendue du territoire pour mettre des commissions en place et pour sensibiliser effectivement les populations à cette nécessité absolue qui s'impose à nous tous en quelque sorte. Il est certain qu'il y a eu beaucoup de difficultés sur le terrain et des difficultés venant aussi, on l'a rappelé tout à l'heure, certainement de déclarations et de comportements des gouvernants ou des politiques qui gênent en fin de compte la marche en avant de cette commission. Vous êtes en train de nous dire que le pouvoir actuel gêne, si je comprends bien. Disons que je dis que des politiques ont des déclarations et posent des faits qui n'arrangent pas toujours la CDVR pour atteindre, en fin de compte, son objectif. Merci, M. Gueye. Nous allons nous arrêter là. Docteur Oumou Kouyaté, quelle est votre réaction par rapport à la CDVR? J'ai je dirais plusieurs observations, parce que réaction, c'est un peu négative, mais j'ai plusieurs réactions à l'encontre de la CDVR. D'abord, pour moi, dès la création de la commission, j'ai tout de suite dit dès sa création que la création de ce groupe-là me causait problème. Et pourquoi, docteur? De fait, je dirais, cette ancienne nomenclature-là, cette ancienne classe d'hommes politiques qui, depuis près de, je dirais, 50 ans, en tout cas pour nous, nouvelle génération issue, née après les indépendances, qui, depuis près de 50 ans, continue à travers plusieurs options à se représenter dans des cadres ou dans des canevas où on les propulse en deçà de cette nouvelle génération-là. Donc, ces personnages-là qui refusent en quelque sorte de passer le flambeau à la nouvelle génération. Et à qui faites-vous allusion? Je fais allusion au président de la CDVR, qui, moi, le président de la CDVR, fait partie de la crise ivoirienne. Il n'est pas en deçà de la crise ivoirienne. Donc, comme à l'instar de la commission électorale indépendante, que j'ai eu à dénoncer d'ailleurs par le passé, j'ai dénoncé la démarche en toute conciliation, mais sa composition même, la nomenclature qui en tout cas devait être à la tête de la CDVR, moi me posait plus près de 10 ans de crise. M. Bani est là, il était Premier ministre, il nous a même reçu, nous, diaspora ivoirienne ici en France, il était à la tête d'un gouvernement à l'époque. Donc, ces critiques-là, pour moi, elles sont des tailles. Donc, pour moi, la personne, en tout cas valable, qui devait être à la CDVR, c'était un membre de la société civile. Vous me direz encore, suivez mon regard, qu'il n'y a pas une société civile neutre. Si, il y en a. Mais est-ce qu'on veuille bien donner la parole à cette société civile-là qui vraiment peine à émerger? Donc ça, c'est une première observation. La deuxième observation qui me dérange énormément autour de cette composition, c'est cette classe-là des gérontocrates, c'est-à-dire d'anciennes générations, qui s'accrochent impunément, qui s'accrochent inéluctablement à des postes, je dirais, de notoriété, des postes, je dirais, de façade comme ça, et qui, quelque part, bon, peut-être qu'ils n'ont pas la notion de l'actualité ou qui ne maîtrisent pas tous les enjeux liés à cette réconciliation. Certes, je ne fais pas allusion aux chefs coutumiers, je ne fais pas allusion notamment aux chefs religieux, mais je dis simplement, il faut une mixité.
il faut une composition mixte des jeunes, de personnes. Oui, mais docteur Kouyaté, je ne vous arrête pas, mais la CDVR, dans sa constitution, dans sa composition, il y a toutes ces couches sociales que vous soulignez. Oui, mais donc, le bilan est négatif aujourd'hui, monsieur. Quand vous me dites que toutes ces couches-là sont représentatives, peut-être représentatives à leur sein, mais quand on fait le résultat des courses, 2 ans après, ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous venez de le dire, 2 ans après le résultat des courses, on est toujours là encore à l'ornière, je dirais, au seuil de la réconciliation. Rien n'est fait. C'est vrai, l'année dernière, j'ai vu M. Bani s'agenouiller au centre culturel de Trècheville pour demander pardon au nom de la nation à toutes les victimes. Mais est-ce que les faits ont été suivis? Est-ce que les victimes qui ont été ici, je prends juste le coup de la crise post-électorale, parole a été donnée à ces victimes-là pour qu'ils puissent s'exprimer en temps et en lieu? Non, nous sommes encore à un état de fait où rien n'a bougé. Je dirais même 3 ans, enfin on va dans la 3e année, puisqu'on est en 2013 aujourd'hui, rien n'a bougé concrètement. Donc pour moi, il faut une nouvelle dynamique, il faut un nouveau élan qui tiendra compte de toutes ces couches-là de la société, des caravanes s'il le faut, avec des gens qui vraiment aspirent à la réconciliation. Vous devez m'expliquer pourquoi depuis aujourd'hui, 2 ans après, le président de la CDVR ne s'est pas rendu ni à Accra, parce qu'il y a des exilés, ni à La Haye, parce qu'il y a l'ex-président qui est là-bas, ni encore à tous ces diasporas-là qui sont disséminés un peu dans l'interland ivoirien, c'est-à-dire au Ghana, au Burkina Faso, au Mali. Toutes ces victimes-là, on ne leur donne pas la parole. Et de quelle réconciliation vous vouliez me parler quand on sait qu'aujourd'hui, même après l'instauration de la CDVR, il y a une impunité, je dirais, sous-jacente qui est dans notre société, malheureusement, pour ceux qui vont ou qui ne vont pas. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un règne malheureux ou malencontreux des miliciens ou des groupes communément appelés d'Ozo qui tuent et qui pillent, qui violent. Oui, docteur, merci. On vous a compris, on vous a compris. Pour vous, cette CDVR dans sa constitution actuelle a échoué. Et même à partir du moment où on a à la tête de cette commission un ancien acteur de la crise ivoirienne, vous estimez déjà que c'était déjà faussé. On vous a compris. Monsieur Zon-Pierre, la parole vous est donnée. Je remercie beaucoup les news et ces occasions comme ça, elles doivent informer les Ivoiriens. Et quand j'ai eu le sujet, les Ivoiriens peuvent-ils ou doivent-ils se réconcilier, mais ça m'a tout de suite appâté. D'abord, quand vous utilisez peuvent-ils, vous croyez une possibilité. Ce n'est pas une possibilité d'aller à la réconciliation. Je suis d'accord avec la deuxième assertion. Ils doivent aller à la réconciliation. Parce que quand on parle de peuvent-ils, c'est un pouvoir. Or, le pouvoir est limité. Le devoir est continu. On n'a rien vu de passé de la Côte d'Ivoire. Et même la crise de la Côte d'Ivoire ne commence pas aujourd'hui. Il y a eu des colons de Saint-Louis. Il y a eu Kébié. On n'a pas pris de précautions. Il y a eu 2010. Est-ce qu'il faut s'arrêter toujours en œil de crise? Donc il faut aller au fond des problèmes. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je ne suis pas là pour représenter ou défendre le CDVR. Je suis là pour défendre la société civile. Ce que je vois, j'ai dit à Abidjan. J'ai fait 2 mois, j'ai voyagé, j'ai vu. Donc ce que je vois par rapport à ça, je ne peux que dire à mes compatriotes qu'il est nécessaire. Il est nécessaire. C'est un devoir d'aller à la réconciliation. Mais M. Zon-Pierre, on est tous d'accord avec vous, et c'est justement pour ça que ce plateau est organisé, pour attirer l'attention des Ivoiriens, des uns des autres, sur la nécessité d'aller à la réconciliation. Mais il est évident que les instruments mis en place pour que cette réconciliation soit viable ont besoin d'être critiqués et on a besoin de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors pour vous, est-ce qu'on continue avec la CDVR ou alors faut-il la brûler? Eh bien, la décision, c'est pas moi qui la prends. Moi, j'analyse les faits. Mais selon votre analyse, est-ce que la CDVR est arrivée à l'objectif qui lui était assigné? Mais reconnaissons que la CDVR n'a pas un travail facile. Voilà. On sort d'une crise. Et tout le monde sait ce que c'est que sortir d'une crise. Et quand on a sorti de cette crise,
Vous avez vu les événements. Donc la tâche de CDBR n'a pas été facile. Mais ce que les Ivoiriens devaient dire, il faut que tout le monde aille aider la CDBR dans sa tâche. Il faut qu'il y ait la volonté de réconciliation. D'abord, je ne veux pas tellement le mot réconciliation. Parce que quand on parle de réconciliation, il y a trois parties. Il y a les deux parties belligérantes et il y a le réconciliateur. Mais dans le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut faire asseoir une partie à gauche, une à droite et le réconciliateur au milieu? C'est un processus. Et comme moi j'ai dit, c'est un processus. La réconciliation est un processus. Et c'est pour cela d'ailleurs, je pense, et M. Guerre ne va pas me dire le contraire, d'ici peu, peut-être la CDV va être remplacée par PNCF. Ah, c'est une élevage, c'est vous qui le dites. Voilà, Ah, j'ai dans mais mon chiffre ici. ça est dans les journaux, tout le monde le sait, c'est pas une nouvelle. Maintenant, si je vous l'apprends, bon, merci. Mais la CDBR va non, vous l'annoncez publiquement, on sait ce qui se trame, mais vous l'annoncez publiquement là. Je l'ai noté, sur je l'ai le plateau, mais je l'ai vu. de 20 News. Mais je l'ai vu écrit noir sur blanc. Donc, comme c'est pas en philosophie, puisqu'on dit quelle est la différence entre la science et la philosophie. La science possède la preuve. J'ai la preuve, ça est là. C'est une science de l'informatique, de l'information. Elle est preuve. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas une argumentation que je donne pour dire que, comme c'est une argumentation, mais je ne peux pas prouver. C'est une preuve. Allez, il est clair, établi donc, que la CDVR va bientôt disparaître. Selon les écrits, la CDVR sera remplacée par PNCS, Programme National de Cohésion Sociale. Je crois d'abord le terme est mieux adapté. On doit parler de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, moi j'étais à Abidjan, et même de Paris, ce que je vois, brûler des êtres humains en pleine rue. La société est déracinée. Il faut revoir la cohésion sociale. Et quand on brûle des êtres humains en pleine rue, il y en a qui passent. Je me demande même si en passant en regardant, moi je ne peux pas regarder. Alors, quand un pays sort de cette crise-là, il faudrait que chacun regarde dans son passé et voir l'avenir. Et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Parce que ce qui est bien, que les Ivoiriens doivent comprendre, on peut être innocent devant la loi et ne jamais l'être en face de l'exigence morale. Je vous vole 2 francs CFA, vous ne m'avez pas vu, je suis content, je m'appelle. Mais moralement, je suis content? Non. Il y en a qui ont tué, on ne les a pas vus. La loi ne peut pas les attraper. Ils sont contents. Vis-à-vis de l'exigence morale, ils doivent se reprocher quelque chose. Et c'est par rapport à cette attitude de voir, faire la différence entre le mal et le bien que la réconciliation peut naître. On va en venir. Je vous donne des exemples de réconciliation. Il y a eu en Bosnie, il y a eu en Afrique du Sud. Il y a eu au Rwanda. Comment ils ont procédé? On doit attendre là-dessus. Merci M. Jean-Pierre. On va arriver à M. Eloge Bonrou. Alors, quelle est votre réaction sur ce premier tour de table? Écoutez, moi je tiens spécialement à remercier Event News TV. On a toujours l'impression dans nos visions séquentielles des problèmes qui se passent dans nos pays respectifs. On est imbu effectivement souvent de certaines personnalités qui nous amènent à ne pas comprendre ce qui se passe autour de nous. Tout à l'heure, on a abordé le problème de la CDVR. Dans mon analyse personnelle, moi je me dirais que c'est un manchin qui a été mis en place mais qui n'a franchement rien fait. Ça c'est une analyse personnelle. Et franchement, je ne suis pas dépositaire de la vérité, mais au moins c'est un constat. Et un constat parce que la Côte d'Ivoire est sortie, et même encore, si je pourrais m'exprimer comme ça, n'est pas sortie de ces difficultés. Et quand on met en place un organisme de ce genre, je crois que 2 ans passés et n'ayant rien constaté, je me dis, ça n'a plus le droit de citer. Comme il vient de le dire le compatriote, si la CDVR disparaît et que, comment on appelle ça, le programme national de cohésion sociale était mis en place, bon, ces attributions, peut-être que ça a été déjà fait, certainement, mais qu'est-ce que ça va nous rapporter? Ce sera certainement un changement d'homme, c'est tout, c'est ça? Un changement éventuel ou bien thématique, effectivement, des choses du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus où nous devons entrer dans un processus qui va nous emmener
les Ivoiriens se parlaient, à être comme ils étaient préalablement. Est-ce que les hommes politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont prêts à nous donner la possibilité, en tant que membres de la société civile, parce que c'est nous qui devons leur dicter la politique de réconciliation en Côte d'Ivoire? Pour l'instant, comme nous sommes au début du débat, la question que vous me posez, pour moi, la CDVR n'a plus droit d'y citer. Elle doit disparaître. Même si on ne trouve pas, mais que la société civile prenne en charge toutes les discussions nécessaires afin de parvenir à une réconciliation normale. Alors, je veux merci M. Jean-Pierre pour Éloge Borou, excusez-moi. Mais ce que je voulais tout de suite poser sur la table, pour qu'on en débatte, c'est que l'un des défis majeurs qui était attribué à la CDVR, c'était d'encourager par son action l'avènement d'une société démocratique dans laquelle la violence et l'impunité sont exclues. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la société ivoirienne, est-ce qu'on a le sentiment que ces mots ont disparu? Alors, quand on va remettre en place une autre commission, est-ce que réellement ces mots-là seront attaqués à la base? C'est ce que j'étais en train Alors, de docteur Kouyaté. Oui, c'est une question judicieuse et que vraiment depuis belle lurette, moi je m'évertue personnellement dans mon petit coin à mener la réflexion là-dessus. Honnêtement, je n'ai pas aujourd'hui en tout cas l'impression ou le sentiment que l'aspect démocratique, c'est-à-dire le débat démocratique, donner la parole à l'opposition, existe véritablement dans notre société. Pire, depuis l'avènement, n'ayons pas peur des mots, depuis l'avènement du nouveau régime, nous avons un bâillonnement, un musulman de la société civile, cette notion de gouvernance démocratique, de cette notion d'impunité. Rien que dalle. Il n'y a rien pour nous. Hormis le fait que les régimes précédents, c'est vrai, on n'avait rien non plus, mais on avait le droit de nous exprimer. Voilà, on s'exprimait. On était consultés, même si c'était de façon officieuse, mais nous étions consultés. Mais aujourd'hui, nous n'avons droit à rien. Pire, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, pour nous en tout cas qui avions cette chance, parce que malheureusement beaucoup de gens ne peuvent pas partir, nous qui avons la chance de partir, ben, quand tu arrives, tu es dans le même musulman, tu as l'impression que ceux qui sont sur place, nos confrères ou nos compatriotes ou nos collègues qui sont sur place, dès l'instant où tu veux lever le petit doigt pour dire, mais attends, il y a quelque chose qui me gêne, je vais parler, on dit, hé, tais-toi ici, là, on ne parle pas, hein. Donc, c'est ce sentiment-là de, je dirais, de friction, de ce sentiment-là d'humiliation, ce sentiment de bâillonnement, où on ne peut plus rien dire. Moi, j'ai eu cette chance-là avec mes amis de l'intelligent d'Abidjan, à tout honneur, à tout seigneur, qui, lorsque j'étais partie au mois de janvier dernier, a osé me donner la parole sur 4 pages. Mais sur les 4 pages, j'ai dit tout ce que je pouvais imaginer. À l'époque, j'étais allée voir mes parents en boîte. Mais vous ne pouvez pas imaginer mes amis qui s'inquiétaient pour moi. Mais comment tu vas rentrer? Comment tu vas sortir d'Abidjan? Tu as osé parler sur le régime, mais tu ne sortiras pas. Je dis, ben, tant qu'à faire, moi je sortirai. Donc, c'est vous donner un peu le climat. Peut-être que ça fait 3 mois que je suis revenue, que ça a changé depuis, mais je n'ai pas l'impression que ça ait véritablement changé. Mais pour moi, il est important pour qu'une société démocratique, fût-il être le pays émergent comme on le chante sur tous les toits à l'horizon 2020 ou 2015, je n'en sais rien, mais il faut donner la parole, c'est l'opposition, c'est la société civile qui donne foi, qui donne force, en tout cas à un gouvernement, à un État. On peut parler de tout, du Millennium Corporation Challenge et tout ce qu'on veut, toutes ces conditionnalités-là de la Banque mondiale, des investisseurs internationaux. Mais tant qu'il n'y a pas de démocratie, tant qu'il n'y a pas le débat contradictoire, mais ça n'ira nulle part cette affaire. Donc pour moi, il y a une nécessité véritable que le gouvernement ou M. Alassane Dramane Ouattara desserre le taux. Vraiment, le mot n'est pas assez fort. Merci, pour docteur, on vous a compris. Voilà, desserre le taux pour donner la parole à la société civile. Franchement, merci. Parce que
les partis politiques, nous remarquons tous ici aujourd'hui qu'il y a eu un échec criard quelque part, même si les uns et les autres sont affidés pro ou pro, mais il est temps aujourd'hui que la société civile reprenne sa place qu'elle n'aurait pas dû, voilà, elle n'aurait pas dû perdre. Parce que, excusez-moi de m'étaler, peut-être que je parle de cette société civile avec passion. Oui, on va revenir dessus. Voilà, juste un petit... Vous avez un rôle à jouer, bien Voilà, entendu. juste 2 petits mots pour rappeler à mes compatriotes que c'est la société civile qui a créé l'État de Côte d'Ivoire. C'est la société civile qui a mis en place le syndicat agricole africain qui plus tard va prendre le flambeau de l'éveil des consciences qui sera plus tard le PDCI à tort ou à raison et tous les partis politiques qui vont suivre. Donc, bannir cette société civile-là aujourd'hui, je dis, ben, ça s'est fait un peu harakiri quelque part. Merci, docteur Pété. Monsieur Guel, Oui. alors, sur le plateau, le constat est clair. Tout le monde est unanime pour dire que la CDVR a échoué. Vous qui êtes membre de cette commission. Disons que la CDVR travaille pour les Ivoiriens. J'entends effectivement ce verdict. Vous dites qu'elle travaille pour les Ivoiriens, mais apparemment, moi, je n'ai pas le constat. Bon, moi, en tant qu'Ivoirien, vivant ici depuis des années, je n'ai jamais eu le constat. Le président de la CDVR, il est plusieurs fois venu en France. Moi, je vais dire quelque chose de cru. Normalement, quand on va à une réconciliation, parce que l'organisme, c'est un organisme de réconciliation, quand on part à une réconciliation, quand on vient rencontrer des populations qui sont en palabre, qui ne s'entendent pas, je crois qu'il y a des conditions d'éviter qu'on met en place pour croiser ces personnes. Mais plus jamais, jamais. Bon, Monsieur Bani, il est arrivé ici, mais c'est des personnes, pour être un peu cru. Non, mais moi, je dis un peu une chose, pour être un peu cru, c'est que quand ces personnes arrivent ici, franchement, moi je les vois dormir dans les plus grands hôtels. Oui. Bon, aussi, on accorde à la CDVR près de 2 milliards de budget. Le budget de fonctionnement, il fait à peu près les 2 tiers. Bon, on réconcilie les gens avec quoi? Attendez, voilà, c'est à moi qu'on a posé une question. Non, mais puisqu'on est sur un plateau, en fin de compte, on vous a compris, monsieur Lô, merci, tu as absolument raison. Et il est certain que, effectivement, la CDVR a été créée pour réconcilier les Ivoiriens. Est-ce que cela a été créé pour amuser la galerie ou autre, comme semblait dire Madame tout à l'heure? Mais il y a une chose qui est claire. Il y a une chose qui est claire. Quelqu'un disait que si le gouverneur Bani refusait cette mission-là, même si elle était impossible, il aurait démissionné. Démissionné de quoi? Parce que, effectivement, est-ce que la réconciliation doit se faire à partir de la crise post-électorale? Donc, c'est limité, en fin de compte. Ou alors, comme le dit le président Bani, la réconciliation des Ivoiriens doit concerner toutes les crises passées et récentes. Semble-t-il, à partir de ce moment, je crois que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce descriptif. Oui, monsieur Guerre, je ne vous interromps pas, mais ça dit, le docteur, je vous en prie, s'il vous plaît, le docteur Kouyaté disait tantôt que la mission du CDVR, c'était d'amener les Ivoiriens à se parler. Et elle a cité, par exemple, le cas de l'ex-président, M. Laurent Gbagbo Tialaé, qui n'a pas été visité depuis que cette CDVR tourne. J'allais en venir. Qu'est-ce qui se passe? Les difficultés que la CDVR a dû rencontrer. Je me rappelle que dès lors qu'on a nommé le président Bani, sans avoir eu même sa feuille de route, je me rappelle qu'il avait reçu une délégation de ressortissants de Gagnoa qui voulaient le rencontrer. Il n'avait pas encore sa feuille de route. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'il les a rencontrés, nous avons entendu des voix dire que voilà, il veut faire une réconciliation partisane et ceci, et que pourquoi ceci, pourquoi... Comme s'il fallait choisir, en quelque sorte, les gens qu'on devait rencontrer, en quelque sorte. Or, la mission donnée, ce n'est pas ça. La CDVR ne doit pas être exclusive. Elle doit être inclusive.
Bon, s'il y a dichotomie à ce niveau, effectivement, ça fait partie de ces difficultés. La CDVR ne se limite pas seulement aux partis politiques, c'est-à-dire que les partis politiques font partie du processus de réconciliation, mais les partis politiques, ce n'est pas tout. Il y a la société civile, et dans nos contrées, il y a évidemment la base, le fondamental de nos sociétés, c'est les groupes régionaux, qu'on appelle généralement les groupes ethniques. Qu'on nie cette réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est de tirer en quelque part une balle dans le pied, en quelque sorte. Lorsque les ouais disent on nous a tués, celui qui dit on nous a tués, lui-même il n'est pas bon s'il parle. Ça veut dire qu'il s'inscrit dans un collectif, en fin de compte. Lorsque le président de la République va à l'ouest et qu'il dit je vais voir les ouais, c'est qu'il fait allusion à une ethnie bien précise, en fin de compte. Donc, liquider cette réalité, c'est en quelque sorte ne pas être dans donc il faut inclure dans le processus de réconciliation tous ces groupes sociaux. Oui, mais là, M. Guerre, vous êtes en train de revenir sur la stratégie à mettre en place, mais ici, on parle de l'existence même de la CDVR, dont vous faites partie. Maintenant, le président Bani a dit, la dernière fois qu'il était passé ici, il a dit que son mandat finissait le 28 septembre prochain. Bon. Semble-t-il, on a déjà fait une photocopie de la CDVR par le PNCS, puisque c'est les mêmes objectifs, enfin, c'est le même contenu en quelque sorte. L'essentiel, je crois, c'est que ce processus de réconciliation mis en place avec les erreurs faites par la CDVR. Vous reconnaissez des erreurs? Mais dans toute œuvre, il y a certainement des erreurs, surtout avec la gravité de la crise que nous avons eue. Le frère disait tout à l'heure que lorsqu'on brûle quelqu'un, les Ivoiriens étaient habitués à cela. J'ai quelqu'un qui me disait, mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ici pendant la crise, on peut enjamber un corps, aller à 2 mètres et aller manger son akéké. Ça, les Ivoiriens n'avaient jamais connu ça depuis 1960. Ça veut dire qu'il y a eu une déstructuration profonde de cette société ivoirienne. Bon, si pour raccommoder fil par fil tous ces malentendus et toutes ces déchirures, c'est très difficile, surtout si par ailleurs on traîne un peu des pieds et que on veut limiter la chose à partir de la crise post-électorale en quelque sorte. Voilà. Et que... Merci M. Guerre. M. Jean-Pierre. Moi, c'est bien l'intervention de Mme Oumou qui prie, mais je voudrais que les Ivoiriens comprennent une chose. Vous savez, il y en a qui ont eu l'habitude de donner ce proverbe. Celui qui a vu la panthère et celui qui vient dire il y a une panthère, ils n'ont pas la même manière de courir. Moi, j'ai vu comment la Côte d'Ivoire a tangué. Comment la Côte d'Ivoire a tangué. Vous pensez, c'est plus facile, après cette crise, que le gouvernement descende pour mettre tout le monde au pas. C'est pas facile. On ne décrète pas la mentalité d'un peuple. Décret n'est pas le temps, la guerre est finie, le peuple est majeur. C'est pas comme ça, c'est un processus. C'est pour ça que je ne suis pas là pour porter des critiques ni au gouvernement, ni à la CDVR. Parce que le travail est difficile. On dit toujours que les bonnes idées sont celles qui ne sont pas au pouvoir. Mais quand on est au pouvoir, on gouverne avec des réalités. Mais allez au pouvoir, vous allez gouverner des réalités. La Côte d'Ivoire, après presque 10 ans de crise, gouvernement d'union, il y en a quand vous dansez un pied devant, il y en a qui dansent 2 pieds derrière. Et après, on arrive aux élections et on sait comment ça s'est terminé. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut qu'on aide les institutions qui sont en place pour que la paix revienne. C'est pas facile
de gouverner la Côte d'Ivoire de 2013. Et je m'avais dit, puisque vous avez de l'expérience, nous sommes en France ici. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu combien de temps pour que les Français se parlent? 50 ans. Après la guerre aux États-Unis en 1963, il y a eu combien de temps pour que les gens se parlent? En Yougoslavie, il y a eu combien de temps pour que les gens se parlent? Et encore au Rwanda. Il y a eu combien de temps pour que les gens se parlent? On a créé des institutions au Rwanda après la guerre de 1994. Ils ont créé ce qui s'appelait les tribunaux Gacaca. G-A-C-A-C-A, mais il faut prononcer Ankiri Rwanda Gacaca. Ils ont créé des tribunaux qu'on appelle des tribunaux Gacaca. Gacaca veut dire. Gacaca veut dire, dans leur langue, sur l'herbe. C'est comme si c'était un tribunal en Côte d'Ivoire, c'est sur l'arbre la parole qu'on règle les problèmes. Ça veut dire Gacaca, ça veut dire l'herbe. Donc c'est des tribunaux populaires. Ils ont créé ces tribunaux populaires en 2001. Pour que ces tribunaux fonctionnent, ça va être de 2005. Et 2 ans après le fonctionnement, on a vu des erreurs de fonctionnement. Ça a été dénoncé par les organismes internationaux, ça a été dénoncé par les ONG. Et on a mis fin à ces tribunaux. Renaud au CDVR. CDVR est créé il n'y a même pas encore 3 ans. Est-ce que vous me permettez, parce que... CDVR est créé, on va le laisser finir. Je termine. On va le laisser finir. CDVR est créé il y a à peine 3 ans. Et vous pensez qu'on peut résoudre un problème social où il y a eu beaucoup de blessures en 3 ans? Je ne crois pas. Deuxièmement, la diaspora dont on parle, on ne nous néglige pas, la diaspora. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne connaît pas les partis en face. Donc quand il va arriver, il faut appeler la partie A et la partie B, et puis dire, mais il faut réconcilier. Et ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus. C'est peut-être ça que les gens ont réfléchi, qu'il faut maintenant transformer ça en programme national de cohésion sociale. Ce qui est important pour une société, c'est le socle social. Oui, mais M. Jean-Pierre, on ne vous interrompt pas. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, je m'ai dit, en Côte d'Ivoire. M. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Oui. Alors, ce que vous dites, le programme national de cohésion sociale, c'est des terminologies. Oui. De toutes les façons, la CDVR avait une mission, oui, avec des objectifs bien précis. Oui. Alors, quand la stratégie n'accompagne pas ces missions-là, oui, évidemment, on arrive au constat que nous avons sur ce plateau l'échec. Donc, la nouvelle commission qui arrive, oui, c'est avec des missions si précises. Mais, c'est-à-dire, entre le contenant et le contenu, ce qui est important, c'est le contenu, ce n'est pas le contenant. Que ce soit CDVR, c'est la mission que ces 2 structures auront à assurer. Et je répète que ces missions assurées ne sont pas aussi faciles que ça. Que quand nous, on observe de l'extérieur, on croit que c'est facile. On croit que c'est facile. Mais moi qui ne suis pas du CDVR, ni du gouvernement, mais j'ai été au pays. Mais il y a certains quartiers, je ne peux pas aller. Pas parce que je suis de tel ou tel parti, mais l'insécurité, à post-crise, il faut mettre du temps pour résoudre ça. Maintenant qu'on ne s'associe pas au gouvernement, aux gouvernants et aux structures créées pour faire revenir la paix, mais ça sera difficile. La paix ne revient pas en 2 ans, en 3 ans. C'est un processus. On va y arriver. Merci. Il faudrait qu'on aide ces structures, il faudrait qu'on aide les gouvernements. Pour faire un additif à ce que je viens de dire, je crois qu'effectivement, ce processus, c'est un processus, de ce que je disais tout à l'heure, que si le PNCS ou c'est pas, doit continuer sur la lancée du processus de la CDVR, pourquoi pas, puisqu'il faut aller à la réconciliation. C'est vrai que la réconciliation, ça ne se décrète pas. C'est vrai que lorsque des gens sont partis, on a parlé de ceux qui sont à l'extérieur, on reviendra tout à l'heure certainement dessus, pourquoi ils sont partis. Moi, j'ai posé cette question, par exemple, quand je suis allé tout dernièrement en février-mars dernier. Mais pourquoi il y a des jeunes de votre quartier ici, à Yopougon, qui sont partis? Ils disent, il y a des jeunes qui disent, ceux qui sont partis savent ce qu'ils ont fait ici, et puis ils sont partis. Bon, c'est vrai qu'il faut tout faire pour que tout Ivoirien, puisque la loi ivoirienne interdit qu'un Ivoirien soit en exil. Donc il faut tout faire pour les faire venir.
L'autre jour, quand le président Bani était venu ici, quelqu'un lui a posé une question et lui a dit, mais vous ne demandez jamais pourquoi ceux qui ont été libérés, par qui est intervenu pour les libérer, hein, le dernier premier ministre du président Gbagbo, par exemple, vous ne vous posez pas la question, cette vague-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit libéré? Bon, voilà, je crois qu'il y a des choses qui sont certainement discrètes, parce qu'il ne faut frustrer personne, ni choquer personne, parce que c'est très important. Comme on le dit, la Côte d'Ivoire a tellement été défigurée que, effectivement, en moins de 24 mois, il est difficile de dire, bon voilà, on est réconcilié, on va aller... Bon, non, je crois qu'il faut être très tolérant et je crois et objectif, ça en moins de 24 mois, puisque c'est en septembre prochain, ceci et tant. On ne peut pas assurer. Il faut aider effectivement à cette réconciliation, parce que si on commence à se dire tout le monde est mauvais, nous sommes les meilleurs, on ne va nulle part. Et puis je complète. Alors, s'il vous plaît, sur ce point, on va laisser M. Loge Bonrou s'exprimer dessus, et ce sera le dernier à s'exprimer sur ce point précis. On a plusieurs points. Je voudrais rebondir sur ce que M. Jean-Pierre a dit tout à l'heure concernant le Rwanda. Quand même, ils ont eu au moins quelques petits résultats, quelques résultats importants quand même dans leur processus de réconciliation à eux. Donc il faudrait revenir là-dessus. Ça n'a pas été un échec concernant les tribunaux Gachacha qui ont été mis en place. Au bout de combien d'années? Effectivement, au bout de combien d'années? Parce que c'est tout un processus, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais dans le processus, dans le cadre, quand on rentre dans un processus, comme le disait ma soeur Oumou, il faut libérer les paroles. Il faut libérer les gens. Les gens ont envie de parler en Côte d'Ivoire. Et les gens n'arrivent pas à parler. C'est pas la CDVR qui... Non, mais je veux dire, mais effectivement, c'est le rôle. C'est le rôle que doit jouer la CDVR, c'est d'être un peu le garant des libertés. Ah ben oui. La CDVR doit être le garant des libertés. Donc aucun Ivoirien ne peut être poursuivi. Si la CDVR est là, elle pouvait dire, M. Bani pouvait peut-être intervenir à tout moment. Dire effectivement, la personne qu'on arrête aujourd'hui, pour quelle raison on l'arrête? Là, on aurait vu le rôle que joue la CDVR. C'est pour une réconciliation. Donc à partir du moment où on attribue, comme on appelle ça, on donne un service à quelqu'un, on lui demande de faire quelque chose, quelque part, on doit éviter de commettre des exactions. Reconnaissons-le quand même qu'en Côte d'Ivoire, il y a des exactions qui sont commises. Tout le monde. Voilà, mais c'est ça, reconnaissons-le. Aujourd'hui, on ne peut pas aller, on va aborder la question de la réconciliation. On ne peut pas aller à la réconciliation, même avec tous ces organismes qu'on va mettre en place. Ils doivent faire un travail. La CDVR, quel est le bilan? Il faut bien un bilan quand même, quelque part. Avant de mettre en place le PNC, il n'y a pas de bilan. M. Bani, on a déjà trouvé, comment on appelle ça, un modèle vivendi pour cet organisme-là déjà. Non, mais je finis. Hein. Le bilan sera... Je finis. Moi, je n'aime pas... La copie sera rendue à partir du 28 septembre. À partir du 28 septembre. Et pourquoi avant le 28 septembre, on n'a pas fini et on met en place un autre organisme? Mais est-ce que ce n'est pas la faute à... Voilà, non, mais ce n'est même pas votre faute. Ce n'est pas la faute d'ailleurs. Parce que vous êtes effectivement à la CDVR. Voilà. Ça, ce n'est pas votre faute. Bon. Mais c'est la faute au gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de dire. Bon, voilà. C'est-à-dire quelque part, on ne peut pas enjamber, comment on appelle ça, un processus déjà en place qui n'a pas donné des résultats et en créer un autre. C'est comme quand on crée les problèmes dans des problèmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin effectivement d'institutions fortes. C'est un président américain qui disait qu'il a besoin d'institutions fortes, mais ces institutions fortes, on ne les retrouve pas. On va recentrer le débat. Moi, mon avis, on va recentrer le débat. Côté de la CDVR, moi, mon avis, c'est un échec. Voilà, on va recentrer le débat parce que de toute façon, vous aurez l'occasion de le dire. Vous aurez l'occasion de le dire, mais il va falloir maintenant franchir le Rubicon, le pas, pour voir quelle stratégie, en ce moment, avec tout ce qu'on vient de dire, quelle stratégie faut-il mettre en place pour que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire soit viable. Exact. Alors, on a ici, par exemple, que les autorités religieuses et coutumières auraient dû être associées depuis longtemps. Docteur. C'est bien une similarité qu'on veut faire avec d'autres pays. Non, la Côte d'Ivoire, elle est unique. On a nos méthodes, on a nos traditions, on a nos pratiques coutumières. Et jusque-là, le bilan que moi je fais, cette introspection-là, c'est-à-dire rentrer en nous-mêmes, aller au fond de notre culture,
Et quand je parle d'une culture, je ne parle pas d'une culture homogène. Je parle de la culture diversifiée que nous, Ivoiriens, nous avons. Pourquoi deux inspections dans cette culture-là? Entre autres, je pense tout de suite au chef traditionnel Sénoufo. Je pense également au chef traditionnel Akan, qui ont plus d'un tour de plusieurs us et coutumes dans cette pratique-là des règlements de conflits chez nous. Pourquoi la CDVR, si on doit tirer un bilan, n'a pas fait une introspection dans ces cultures-là pour mettre en scène ce que nous avons de plus précieux à nous et qu'il faille faire du copier-coller dans d'autres traditions qui n'ont rien à voir avec les Ivoiriens. Donc, je m'arrête sur ce point pour dire que s'il y a une nouvelle stratégie qu'on doit tirer, c'est pour ça que cette personne, moi je l'ai rencontrée, qui est à la tête de cette nouvelle commission, enfin, de ce nouveau programme. On a échangé, je vais vous la donner. Merci. On a échangé, elle est anthropologue comme moi. C'est pas parce qu'on est de la même structure que je la défends d'or et déjà. Je ne lui donne pas un chèque en blanc. J'attends qu'elle fasse ses preuves. Mais en l'entendant et en lisant surtout le prospectus, je vois que désormais, parole sera donnée à ces chefs traditionnels-là, à ces chefs religieux-là, qui de tout le temps, dans nos villages, sur nos bases ancestrales, ont réglé des conflits, pas des moindres. Pourquoi est-ce qu'on ne tire pas profit de ces gens pendant qu'ils sont là? Vous me direz que le politique s'est invité encore dans ces espaces. C'est vrai. Mais on peut tirer le meilleur de nos cultures. Parce que ce n'est pas tout dans le modernisme qu'il faut prendre de façon béate. On peut aller de façon respectueuse, de façon civilisée, dans nos bases traditionnelles et tirer le meilleur. Et je me dis, et je terminerai par là, que si nous avions fait cette démarche-là, dès le départ, dès la mise en place de la CDVR, je ne dis pas que tout serait résolu aujourd'hui, mais en grande partie, pour l'Ivoirienne et l'Ivoirienne que je suis, respectueuse de nos traditions, et surtout du chef des villages, de nos communautés, beaucoup de nos situations seraient résolues. Et beaucoup d'Ivoiriens ne seront pas en exil. Et puis, le chef de l'État actuel, là, même si je ne suis pas FPI, ne serait pas là parce que je l'ai dénoncé dès le départ, dès l'instant où M. Laurent Gbagbo a été, je dirais, rapatrié des forces. Je me suis souvenu en tout cas à l'exil forcé que les Samori et les Bambemba et autres ont vécu pendant la période coloniale. Moi, c'est cette période-là que ça m'a rappelé. Je dis, ben attendez, nous revisitons une nouvelle recolonisation. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas juger nos affaires chez nous? Pourquoi? Il y a un tribunal moderne, il y a une justice aussi traditionnelle. On aurait pu régulariser cette situation. Mais tout de suite, on m'a jeté l'opprobre. Ah tiens, toi, Gbagbo, t'as acheté. Non, moi je ne suis pas FPI et je l'affirme. Mais je dis, quand il y a des choses à régulariser, des choses à mettre sur place, en tant qu'Ivoiriens, nous pouvons une fois de plus nous asseoir à une table, même sous l'arbre à palabre, dans un travail dans la case, ça existe. Et les alliances à plaisanterie, les cousinages, ça existe chez nous. On peut, de manière civilisée, de manière rentrer dans toutes ces conditionnalités-là, faire sortir le meilleur de l'Africain que nous sommes. On ne peut pas tout prendre chez l'homme blanc. Ce n'est pas tout qu'ils ont réussi. Moi, aujourd'hui, je suis consultée parfois pour ces questions-là, des règlements des conflits à l'africaine. Enfin, bref, ils appellent ça à l'africaine. Ça veut dire que quelque part, le statut moderne là, de règlement de conflits, aujourd'hui, il y a un échec criard. Pourquoi aujourd'hui l'ONU, qui envoie tous les jours des missions de régularisation des conflits ou de médiatisation, aujourd'hui, ou la CEDEAO, il y a un souci parce qu'ils n'arrivent pas à régulariser toutes ces choses-là sous le modernisme où ils ont jusque-là mis la barre haute. Donc ils reviennent petit à petit à notre ancestralité, à nos traditions, à nos valeurs ancestrales pour régulariser ces questions. Donc pour terminer, la CDR a échoué, certes, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, il y a une nouvelle organisation. C'est votre point de vue. Non, on va venir à vous. Elle a échoué. À partir du moment où le président de la CDR, là, je suis toujours dans ma position. Moi, je n'ai pas changé depuis 3 ans. Si c'était à refaire, je dirais toujours que je ne soutiendrai jamais M. Bani. Mieux, il se présente aux futures élections présidentielles. On ne peut pas être à la tête d'un,
je dirais, d'un organisme de règlement de conflits aussi grave, et le conflit n'est même pas résolu, et monsieur tout de suite, dès que les élections, bon, le chef de l'État aussi a annoncé sa candidature, mais lui il l'avait fait avant, lors d'une réunion au MEDEF ici ou bien en France, que j'ai suivi de très près. J'ai dit, ah, c'était cette démarche-là que j'attendais longtemps de l'homme. Selon vous, M. Bani n'a jamais été sincère, c'est ça? Ah ben, la réalité est là. Même s'il a été sincère quelque part, je me dis que quelque part, il s'est servi de la CDVR comme template ou bien comme marche-pied pour arriver quelque part à ses fins. Donc pour moi, et je vais terminer par cela, il faut une nouvelle génération d'hommes politiques. Il faut une nouvelle génération de sociétés civiles, des gens qui n'ont pas vraiment la langue dans leur poche, qui vraiment pourront dire les choses et aiguiller les choses de façon directe, respectueuse des libertés fondamentales, des libertés collectives, pour que nous avancions. Parce que depuis X années, merci. On est dans cette affaire, on ne bouge pas. Docteur, merci beaucoup. On va avancer, Alors, dans cette stratégie globale pour arriver à la réconciliation, on a tout à l'heure parlé du cas des prisonniers. Les prisonniers politiques et le travail de justice. Qu'est-ce qu'on fait? Récemment, l'artiste Frédéric Ewimewe a surpris son monde en disant qu'il fallait libérer Laurent Gbagbo. Il l'a dit ouvertement. Mais on sait tous que pendant la crise, il avait pris position fermement pour une partie des deux tendances qui étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, il a pris position pour demander ouvertement, de façon claire, la libération de Laurent Gbagbo. Mais avant lui, le président du MFA, M. Anaki Kobena, membre très influent du RHDP, avait lui aussi demandé la libération des prisonniers politiques. Il a dit que c'est avec cette libération, avec ce processus, qu'on va arriver à la réconciliation nationale. 2 points très importants. Mais au-delà de tout ce qui a été dit, il y a le président Bédié aussi qui est clair là-dessus. Il dit que la justice doit faire son travail. On doit aller à la réconciliation, certes, mais il ne faut pas aussi faire l'apologie de l'impunité. Donc, je voudrais que vous réagissiez sur ce point. Bédié qui demande à ce que la justice fasse son travail, ceux qui doivent être punis, qu'ils soient punis, d'autres qui demandent qu'on libère les prisonniers. Quel est votre sentiment là-dessus, M. Jean-Pierre? Ouais. Ben moi, j'allais directement sauter sur la planche. Vous savez, dans une société, il y a 2 formes. Il y a la forme politique et la forme sociale. Et puis, il y a la forme judiciaire. Ceux qui ont commis des crimes, ils seront jugés par les tribunaux. Ceux qui n'ont pas commis des crimes, et qui sont souvent, on les a arrêtés peut-être pour les protéger, mais ils seront libérés quand le temps sera venu. Vous êtes en train de dire qu'on arrête les gens pour les protéger, c'est ça? Deuxièmement, j'ai dit, puisque si vous touchez le... Mais il faudrait que les gens soient conscients de ce qu'ils ont fait qui n'est pas bon. Parce que ça, j'ai dit que dans ce qu'on appelle la réconciliation, il y a ce que j'ai fait qui est bien, que je connais de faire, mais que j'ai quand même aussi cette manière de penser que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Mais quand on ne sait pas faire la différence entre le bon et le mauvais, on est mauvais citoyen. Merci, M. Jean-Pierre. M. Eloge Borou, faut-il libérer les prisonniers pour donner un coup d'accélérateur le sujet à la réconciliation? La libération des prisonniers. Cherchons à libérer le processus. Ok. Mais en Côte d'Ivoire, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, c'est spécifique à nous aujourd'hui. C'est sur ce que nous sommes en train de débattre. En Côte d'Ivoire, il y a des crimes qui ont été commis. Et nous avons 2 belligérants qui sont là en face, comme on le dit, la communauté internationale, soit dite internationale, comme j'ai toujours dit, qui dit que bon, mais il y a des crimes qui ont été commis. Mais ces crimes, ils étaient bien commis par des personnes, par des groupes de personnes, par des groupes de politiques. Mais pourquoi est-ce que si la justice était normale en Côte d'Ivoire, parce qu'avant d'aller à la réconciliation, quand on veut parler de réconciliation, on doit parler de justice. Mais pourquoi aujourd'hui on retourne? Moi je pose la question directement à mon frère Zon. Pourquoi uniquement c'est un camp qui se retrouve en prison? Parce que si on parle de la libération des prisonniers aujourd'hui, c'est un seul camp. Je vais parler des prisonniers comme on les appelle, pro-SPI, pro-Gbagbo. Mais les pro-Ouattara, ils sont où? Oh, enfin. Moi, c'est la question fondamentale. Moi, mon avis. Parce que moi, je suis de la société civile. Moi, je suis contre l'impunité. Pour vous surprendre sur ce plateau, moi, j'ai défendu Ouattara.
Ouattara, on lui refusait la nationalité ivoirienne. Je me suis battu. Les padres parisiens, je crois que mes chaussures en ont pris un coup. J'ai dit, c'est pas possible. L'injustice, je ne marche pas dans l'injustice. Du moment que M. Alassane Ouattara était Premier ministre de Côte d'Ivoire, je considère que ce monsieur, il est ivoirien. Je ne cherche pas Lydia 14, comme on le dit. Vulgairement. C'est ça. Et j'aime pas l'injustice. Donc si aujourd'hui, avec la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, qu'il y a des crimes qui ont été commis de part et d'autre, toutes ces personnes doivent répondre de ces crimes, ces actes qu'ils ont posés. C'est pour ça que tout de suite, quand je rejoins ma soeur Oumou, je dis concernant les Bani, concernant les Ouattara, concernant les Bédier, les Babo, tous ceux-là. Apparemment, je vois que le tribunal de l'histoire doit leur demander de poser des comptes. Parce que cette réconciliation qui va arriver demain, moi je souhaiterais qu'ils nous rendent des comptes. Pour qu'on puisse aller à la réconciliation, qu'ils nous rendent des comptes. Donc je reviens à mon frère, si la justice existe, s'il veut vraiment la justice, mais qu'il l'applique. Oui, monsieur Guerre, doit-on libérer les prisonniers? Bon, moi je dis une chose. Il y a effectivement les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, ça c'est des prisonniers d'opinion. C'est cette catégorie. Ceux, pour moi, ceux qui, dans ces crises, qu'elles soient passées ou récentes, ont commis des exactions, ont participé au balafrement de la société ivoirienne, doivent rendre compte à la justice. Aujourd'hui, depuis, je prends depuis 2002, tout ce qui s'est passé de Boaké jusqu'à Tébissou, toutes les exactions, toutes ces crises passées et récentes, tous ceux qui ont commis des erreurs doivent répondre de leurs erreurs. Et l'une des difficultés... C'est en cela que M. Voilà. Deloche dit que le cas Ouattara n'est pas indexé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une peine pour nous tous. Ce n'est pas parce que je suis pro-Gbagbo ou quelque chose comme ça. Si aujourd'hui on estime que Gbagbo, on lui reproche des choses qu'il doit payer, pour moi je suis d'accord, il paye. Mais si de l'autre côté, il y a des gens qui ont causé les mêmes exactions, ils doivent payer de la même manière. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Et s'il faut lutter, on luttera pour que ce soit ainsi. Et non donner des blancs-seings. Moi je suis venu ici avec des trucs, des congratulations qui veulent que, voilà, la lutte qui s'est passée a été une lutte juste et qu'il a fait preuve de courage, de sacrifice et s'est battu pour que les populations du Nord puissent recouvrer leur dignité dans la nationalité ivoirienne. Bon, enfin bref. Bon, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un processus d'opposition, me semble-t-il, de populations contre d'autres populations. On vous a fait du mal, c'est la victimisation. Au départ, nous avons eu affaire à une victimisation personnelle. Aujourd'hui, on arrive au stade de la victimisation, disons, collective en quelque sorte. C'est très dangereux, parce qu'à partir du moment où on commence à mettre des divisions entre nos populations. Bon, voilà. Donc, moi, je pose la question suivante. À Boaké, à Tébissou, à Béoumi, à Brobo, à Sakassou. Ah ben vous connaissez que là-bas seulement. Non, je parle de la je suis en train de parler de la rébellion. De la rébellion, voilà. Attendez. Même jusqu'à Daloa et tout ça. Toutes ces femmes à qui on a appelé leur enfant de 14-15 ans pour aller dans la rébellion et qui ont perdu leur enfant, qu'est-ce qu'on en fait? Tous ces gens, j'ai cité tout à l'heure les Tébissou et Magel, pourquoi? Parce que dans ces contrées, celui qui osait parler baoulé, on le chicotait en public. Alors qu'il était chez lui. Voilà. Ça, c'est une humiliation. Ce sont des exactions. Alors, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 64 000 bons combattants qu'il faut récompenser en leur donnant de l'argent. Je dis, en tant qu'Ivoirien,
si on doit payer ces gens pour pouvoir avoir la paix, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on fait des victimes? Tous ceux qui ont perdu leur maison, tous ceux qui sont partis à travers champs et vallées, mordus par des serpents, les femmes qui ont accouché en cours de route, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on met ça à l'article perte et profit. Est-ce que voilà où se trouve la dichotomie entre les crises passées et les crises récentes, où il y a un côté qui veut qu'on parle exclusivement de la réconciliation à partir de la crise post-électorale. Vous avez parlé d'élection traditionnelle. Comment le gouvernement peut faire? Mais vous savez, on ne peut pas éradiquer totalement de la planète l'injustice. Même en France où nous sommes. Oui, s'il vous plaît. Donc, s'il y a des exactions, ce n'est pas forcément de la faute des gouvernants. Ok, on aura compris. Ce n'est pas forcément de la faiblesse de telle ou telle institution. Parce qu'il faut reformater les mentalités. C'est pas ce que nous disons. Ne déplaçons pas le débat. Non, je veux dire, madame, parce que quand vous me dites que j'ai étudié la société ivoirienne, je sais qu'il y a des traditions. Mais il y a une chose que vous oubliez, ma soeur. La mentalité ivoirienne est totalement déracinée. Il faut essayer de reformater le cerveau de la jeunesse ivoirienne. Parce que les 10 années de crise, cela a donné une autre culture. On n'a même plus de la culture de la morale. Donc vous voulez qu'on fasse tabula rasa sur nos racines, c'est pas facile. Vers le modernisme, c'est ça? Non, mais pas vers le modernisme. Quand vous parlez des tribus, vous voyez, j'ai écouté des personnalités. Moi, je suis d'une région où, pour nous indexer, on dit oui, c'est une région où il n'y a pas de royauté. Est-ce que l'absence de royauté est une forme de dire que ces gens ne peuvent pas avoir un ordre social? Non, nous avons un ordre social. S'il vous plaît, on va recentrer le débat, on va revenir au point que nous avons énuméré. Qu'est-ce qu'on fait des exilés? Oui, ça dit sur ça, on va vous demander de réagir en 5 minutes. Voilà. En 5 minutes. D'accord. En offre tout à l'heure. Oui, en 2 minutes chacun sur le point. Qu'est-ce qu'on fait des exilés? Sur la question des exilés, franchement, c'est... Le sort de ces exilés-là, moi, me gêne terriblement. Ça me gêne terriblement quand on sait tous les sorts qui vivent là-bas. Je pense notamment à nos jeunes sœurs, les jeunes dames, les jeunes filles qui se sont exilées pas très longtemps. Il y a eu une situation au Togo où il y a une qui est décédée parce qu'on les a vidés du camp où ils étaient. Et ce sont les jeunes femmes-là qui ont payé le lourd tribut. Deuxième point, la plupart de ces jeunes dames-là exilées là-bas, beaucoup se livreraient à la prostitution pour survivre. Donc ce sont des cas qui, en tant que femme, moi personnellement, m'interpellent à juste titre. Il y a les exilés, il y a aussi quelle est l'action, vous pensez que le gouvernement, quelle est l'action que le gouvernement doit faire pour mettre fin? J'en arrive. Oui. Il y a les déplacés aussi des guerres internes. Là, vous me parlez des déplacés externes, oui. ceux qui, les réfugiés, comme on les appelle. Donc, sur le sort de ces deux cas de figure, pour moi, on ne pourra pas juger tout le groupe. Il faut faire appel. Tu ne peux pas dire aux exilés de rentrer. Pendant ce temps, il y a un tribunal qui est ouvert, où il y a une rébellion, où il y a des hommes en armes qui les empêchent de rentrer. Soyons aussi logiques avec nous-mêmes. Parce que chaque fois que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui désiraient rentrer, ils étaient refoulés pour certains à la frontière. Donc, il faut ouvrir, en tout cas, le cadre pour ces gens qui, plus est même, aller en faire des rencontres tripartites sur leur lieu où ils sont en exil, faire des missions de sensibilisation. Je ne dis pas des missions guerrières, parce que tout ce que j'ai vu jusque-là, ce sont des missions guerrières qu'on a vues. Dire, bon, vous avez échoué, si vous êtes là-bas, c'est votre sort, c'est votre sort. J'arrive. Oui, donc, voilà. il faut ramener ces gens-là de façon pacifique. Allez d'abord les convaincre, parce que c'est de ça qu'il est question. Formater les gens qui doivent aller dans ces missions, pas des guerriers ou des guerrières, pour aller les chercher, parce que ce sont nos frères, qu'on le veuille ou non, ce sont nos sœurs qui sont sur place. Et les retrouver là-bas, c'est une part
un pan entier de la population ivoirienne qui se retrouve là. Et ça ne nous arrange pas, nous, pour les questions de développement des sociétés et de tout ça. Donc pour moi, il faut les faire entrer. Merci, merci docteur. Monsieur Louche-Bourou, en 2 minutes, sur la question. Peut-être que ça va être suffisant même déjà. Pour moi, j'interpelle aujourd'hui, là, j'interpelle le gouvernement ivoirien de prendre toutes les dispositions, parce que le cas des exilés aujourd'hui, ça dénature même le processus dans lequel on est, le processus de réconciliation. Mais que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses responsabilités. C'est des enfants de Côte d'Ivoire. À un moment donné, il y a eu la crise. Et l'État doit prendre ses responsabilités pour aller à la rencontre de ces personnes. C'était ça, effectivement, le rôle que devait jouer la CDDR. C'était ça exactement. Quand Mme Kouyatel a dit tout à l'heure qu'il devrait partir à La Haye, aller à La Haye, croiser peut-être Laurent Gbagbo. C'est pour apaiser effectivement le climat de substitution qui pouvait exister en Côte d'Ivoire. Je signale que le projet était là au dernier moment. Au dernier moment, les gens ça n'a pas marché. Ah, ils l'ont suivi. Et surtout, libérer leur plantation et leur domicile. Merci. Donc, vous voyez, on va commencer par Je pense que effectivement, il est absolument certain que en aucun cas, un Ivoirien doit être en exil. Ça, c'est fondamental. Mais je me pose aujourd'hui la question de savoir. Je comprends que des leaders politiques qui se sentent menacés, à juste titre d'ailleurs, aient peur de leur sort et qu'ils partent en exil. Il y a leur cas. Il y a le cas du jeune de 18, 19, 20 ans qui est dans le quartier, qui n'est pas en vue et qui s'est mis en exil. Mais pourquoi? Je me pose la question, je n'ai pas de réponse. Chacun a son histoire. Voilà. Pourquoi, justement, ce jeune de 17, 18, 19, 20 ans, qui n'est pas connu, qui n'a pas de responsabilité politique, de quoi a-t-il peur pour se mettre en exil, donc en danger, en dehors de son propre pays? Moi, je me pose cette question en quelque sorte. Concernant les hommes politiques, effectivement, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, ils sont ivoiriens, ils ne doivent pas être en exil. Ils doivent rentrer au pays. Mais les conditions doivent leur permettre quand même de Et libérer leur compte aussi. Attendez, laissez-le finir, on va... Ils doivent rentrer au pays. Est-ce que s'ils rentrent au pays, qu'il est reconnu que ces gens ont commis des exactions, est-ce que ces gens doivent être jugés? Il faut se poser cette question, hein, en fin de compte. Sinon, je suis pour qu'ils rentrent, mais s'ils doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux, que cela soit fait. Parce que moi, je suis pour que celui qui a fait des exactions, il soit puni, c'est ça. Puni. Voilà, Merci, c'est ça. merci Bien, beaucoup. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un peu dans la même dimension que c'est normal. C'est normal. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'État, il est content quand ses citoyens sont à l'extérieur? Je le crois. Un chef d'État dont tous les citoyens sont à l'extérieur. Ben là, je tirerai le chapeau à Laurent Gbagbo qui a pu permettre aussi à ses opposants de rentrer en Côte d'Ivoire. Non, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça, c'est une Ça, histoire. c'était dans le cas d'une Donc, je veux dire, aussi, hein, je crois que tous ceux qui sont à l'extérieur, moi je suis d'une région qui a payé un long tribut. Et je suis d'une région où la plupart de la population se trouve d'autres au Libéria, d'autres au Ghana, d'autres aux États-Unis, d'autres au Togo. Mais ce qu'il faut dire, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait presque 2 ans que le gouvernement est là. Ah oui. 2 ans, 2 ans et demi. Pourquoi on met le mandat à 5 ans? En 2 ans quand même, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. On vient d'en demander 5 Pas tous les problèmes. On pose des actes concrets. Non, on parle de tous les problèmes. Donc je veux dire, tous ceux qui sont à l'étranger, c'est pour ça que pour que les Ivoiriens s'entendent, il faut comprendre quelles sont les véritables causes de cette crise. Exact. Il faudrait sans émotion que les Ivoiriens en parlent. Dès lors qu'on aura les vraies causes, on comprendra pourquoi certains persistent à rester à l'étranger. Et pourquoi certains qui sont à l'étranger, ils rentrent. Et moi, tous mes parents sont à l'étranger. Mais il faut comprendre les raisons pour lesquelles ils sont là. Je suis en train de voir. Donc, et quand vous avez étudié la question, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Pourquoi vos parents sont à l'étranger? Ah mais, écoute, on sort d'une crise.
Il y en a qui, sous le fait de la peur, ont traversé les frontières. Et maintenant, pour revenir, il faut qu'il y ait la sécurité derrière. Donc, il y a un problème de sécurité qui se pose à votre avis? Non, parce que celui qui court d'un village pour aller se réfugier ailleurs, mais pour qu'il revienne, il faut qu'il ait la certitude que là où il a laissé, il sera en sécurité. Oh, tout ça, c'est le travail du gouvernement. Oh, le gouvernement est en train de travailler pour le retour de toutes ces populations. Les dernières informations qu'on a, je l'ai dit, les dernières informations qu'on a, mais le gouvernement travaille pour le retour de ces populations. Le gouvernement travaille pour le retour mais c'est pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas décréter. Mais le gouvernement travaille. Mais ce travail, il faut qu'on l'accompagne. Ce n'est pas avec les critiques souvent, pour essayer de les mettre à mal. Tu vas faire revenir les parents. Si je ne critique pas, c'est pas la peine. Mais là, non, c'est normal que vous et moi, on d'abord sur le même justement. Il faut d'être critique, voilà. mais des propositions concrètes. C'est-à-dire quand on critique et qu'on fait peur à ces gens-là, il ne faut pas revenir. Ouais, quand on critique, ne mettez pas des conditions, c'est normal. Hein? Parce que quand il n'y a pas de conditions, c'est normal que je reste où je suis. Mais les conditions se sont créées. Lesquelles conditions? Les conditions sont créées. Quelles conditions aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui puissent me permettre, moi j'ai mon petit frère qui est au Ghana. Je vous dis un truc. Une affaire qui me concerne directement. Il est au Ghana. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un jeune, non mais c'est un jeune, je vous dis, c'est un jeune qui effectivement qui était dans le, comment on appelle ça, comme le dit en Côte d'Ivoire, pro-babo. Donc il a eu peur pour sa vie. Il n'a rien fait, il est parti au Ghana, c'est mon petit frère, je te dis bien. Mais il est au Ghana. Hein? Il ne peut pas rentrer parce que les conditions ne lui permettent pas aujourd'hui de rentrer. C'est les conditions. Parce que normalement, quand on est président de la République, vous le dites là tout à l'heure, il est président pendant 2 ans. On veut juste les actes. Parce que quand il y a un acte qui est posé, il n'y a rien de tel qui puisse permettre à quelqu'un de se libérer. On n'a pas d'acte en Côte d'Ivoire. Qui rentre aujourd'hui? Les exilés, ils n'ont pas de compte. Les appartements sont occupés. Ils dorment où? Alors, monsieur Loge, on va s'arrêter là. La dernière question que je voulais poser, c'est sur ça que nous allons conclure. Et je voudrais que vous interveniez là-dessus chacun 2 minutes pour conclure là-dessus. Qui fait le premier pas? Le processus de réconciliation est lancé. Les autorités ivoiriennes actuelle ivoirienne a envie que la paix revienne, c'est comme ça dans toute leur démarche. Qui doit faire le premier pas? On va commencer par vous et ce sera en 2 minutes s'il vous plaît. C'est à lui. Et non pas des discours incendiaires comme j'ai encore entendu lors de sa récente tournée dans... Non, c'est à lui de tendre la main à l'opposition, mais tendre la main de façon honnête, mais de façon sincère. Et je pense que la meilleure manière de tendre la main, puisque là, l'emprisonnement de M. Gbagbo à la haie le dépasse, je suppose, en ce crime, c'est déjà de faire un pas vers les prisonniers qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont disséminés un peu partout. C'est ce que disait M. Anaki Kobé. Voilà, je pense que ça sera un pas, vraiment énorme, un très grand pas, pour notamment amener tous ceux qui se disent pro-Gbagbo à la table de négociation. Et deuxième interpellation, parce que chez nous les Malinqués, on dit si tu dis un mot au lion, tu diras un mot notamment au lièvre. Il faudra que les pro-Gbagbo aussi acceptent cette main tendue-là, qui ne reste pas tout le temps, depuis 2 ans ou 2 ans et demi, ils sont dans l'extrémisme, et un extrémisme vraiment qui me dépasse, qui sont aujourd'hui en train de virer au relan ethnique et xénophobe, des combats en tout cas que nous avons menés ici, au relan ethnique et xénophobe. Il faudrait aussi que toutes ces choses-là, nous le voyons loin derrière nous. Et enfin, nous, nouvelle génération de la Côte d'Ivoire nouvelle là, que nous sommes en train de construire, que nous disons que le pays là, c'est un pays cosmopolite. C'est avec tous que nous arriverons véritablement à une reconstruction effective, à une réconciliation effective, et non à jeter l'opprobre les uns vers les autres dans un extrémisme ambiant que tous les chefs, les leaders se complaisent là-dedans. Parce que quand tu écoutes les gens du RDR, c'est aussi un extrémisme ambiant qu'on a. Tu vas au PDC-RDR, c'est pareil. Tu vas au FPI, c'est pareil. Donc il est temps... PDC, RDA, il est temps que nous asseyons à la table. Monsieur Kouakou, il ne nous reste plus que 5 minutes et on ne pourra pas aller au-delà de cela. Il ne nous reste plus que 5 minutes, on ne pourra pas aller au-delà de ça. Donc vous intervenez en 1 minute et ce sera aussi votre mot de fin. On ne pourra pas aller au-delà. À propos de oui, qui doit faire le premier pas et vous le premier pas, je crois que là où je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai l'impression que le processus de réconciliation, on le limite simplement que sur le plan politique.
Et moi, je pense que effectivement, le politique doit y jouer un très grand rôle. Mais elle-même, la sœur disait tout à l'heure qu'il fallait faire appel à nos chefs traditionnels, à notre culture. Je crois que ces gens doivent prendre une très grande part aussi dans cette réconciliation. Les guides religieux, bien que la Côte d'Ivoire soit laïque, mais dans le cas d'espèce, je crois que c'est utile que, comme ce sont des leaders d'opposition, d'opinion, que ces individus soient aussi impliqués en quelque sorte. C'est ce que la CDVA a tenté de faire. Bon, donc je crois que pour le premier pas à faire, si c'est sur le plan politique, pour rassembler les gens, je crois que le gouvernement actuel doit effectivement faire parce que la force est du côté du gouvernement. Lorsqu'un individu est seul, il est plus fragile que lorsqu'on est du côté du pouvoir. On comprend bien. Donc le gouvernement doit faire ce premier pas sur le plan politique. Mais sur le plan des individus, effectivement, la commission ou le PN on a créé doit effectivement faire en sorte que victime, bourreau, soit face à face, que l'autre dise je reconnais que je t'ai fait du mal, et l'autre dit que la parole soit libérée. Voilà, merci. Merci, monsieur Eloge Bonrou. On va terminer par vous. Et ce sera en 1 minute. On n'a plus vraiment. Voilà, mais il faut qu'il soit en 1 minute. Moi, je dis que la réconciliation est possible en Côte d'Ivoire. Oui. Elle est possible. C'est les canevas qu'il faut mettre en place. Les canevas, c'est quoi? Le gouvernement doit faire les premiers pas. C'est eux qui ont le levier de l'autorité. Ils doivent faire le premier pas. Et le premier consiste à quoi? À d'abord aussi s'atteler, du moins à appeler les gens, les personnes de la société civile, à travailler de concert avec eux. Les hommes politiques à libérer aujourd'hui ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, j'interpelle le gouvernement, s'ils veulent aller réellement à la réconciliation, et libérer déjà les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que le président Alassane dise qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques parce qu'il a dit cela à Korogo. Il y a des prisonniers politiques. Merci. Donc, à ce titre-là, moi je finis, les prisonniers politiques, leur libération afin qu'on puisse aller à la réconciliation. Et mon dernier mot, comme on l'a fait au temps de Laurent Gbagbo, la mise en place d'une véritable commission de réconciliation dans laquelle tout le monde se retrouve, dire tout ce qu'il y a et produire un rapport pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de se parler. Merci, monsieur Eloge Bonrou. Non, s'il vous plaît. Moi, Moi, j'ai confiance au PNCS pour reprendre le travail. Oui, mais on n'a pas encore fini avec la CDVR. Je continue. Et je peux dire aux Ivoiriens, ceux qui me regardent, que les citoyens ne sont pas la propriété d'une ethnie ou bien d'une cohorte de chefs. Que les Ivoiriens s'expriment librement. Le mot que je peux lancer au gouvernement, c'est de laisser les langues se délier pour qu'on construise une bonne démocratie. La bonne démocratie en Côte d'Ivoire, c'est de parler tous les problèmes sociaux, que les gens parlent sans arrière. C'est dire la vérité. Et que faut se dire la paix revienne. Merci à tous mes interlocuteurs. Merci à Dr Oumou Kouyaté. Merci à M. Eloge. Merci à M. Kwaku Dieng. Et merci à M. Zompierre. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. C'est sur ces mots que nous allons clore ce débat qui nous aura permis de poser plusieurs jalons dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Merci à vous, téléspectateurs d'Event News TV, pour votre fidélité. Je fais un grand coucou particulier à tous nos téléspectateurs de Chine, puisque nous sommes regardés là-bas, du Japon, de Saïwa et même de Toulouse et de partout. Merci à vous tous d'être là et bye bye.